Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans cette nouvelle exploration où nous allons décrypter ensemble l'une des enquêtes les plus fascinantes de toute l'histoire des sciences. Alors c'est simple, pendant près d'un demi-siècle, les cerveaux les plus brillants de notre planète ont traqué un véritable fantôme. Une simple idée mathématique gribouillée sur un tableau noir dans les années 60, mais qui était censée expliquer littéralement la consistance même de notre réalité. Il y a de quoi se poser une question assez vertigineuse pendant une seconde. Est-ce qu'une particule totalement invisible qui baigne l'espace tout entier expliquait à elle seule pourquoi les choses possèdent une masse? Parce que sans masse, il n'y aurait pas d'étoiles, pas de planètes et pas de vie. C'est ce mystère absolument colossal qu'il nous faut dénouer. En regardant cette image, on pourrait croire à de l'art abstrait, mais pas du tout. Ce sont les restes d'une collision de particules, un véritable Big Bang microscopique reproduit en laboratoire. Et c'est grâce à ce genre de feu d'artifice subatomique que l'humanité a pu enfin capturer l'invisible. Mais avant d'en arriver à une telle prouesse technologique, il faut d'abord comprendre pourquoi la physique moderne s'est retrouvée face à un mur. Passons à notre première partie, le mystère de la masse et le fameux modèle standard. Alors l'ordre parfait qui se dégage de ce modèle est tout simplement fascinant. L'univers physique ressemble à un jeu de construction composé de 12 particules élémentaires et de 4 interactions fondamentales. D'un côté on a les fermions, c'est la matière que l'on peut toucher, comme les électrons ou les quarks, avec ce qu'on appelle un spin demi-entier. De l'autre, on a les bosons. Eux, ce sont les messagers des forces, comme le photon pour la lumière, et ils ont un spin entier. Sur le papier, tout semblait parfait. Les équations décrivaient les interactions avec une élégance incroyable. Mais voilà le gros problème. Une contradiction majeure a bien failli faire s'effondrer toute cette belle théorie. Le modèle standard unifiait l'électromagnétisme et la force faible, ok, mais pour que les mathématiques fonctionnent, les particules porteuses de la force faible, qu'on appelle les bosons W et Z, devaient absolument avoir une masse nulle, exactement comme les photons de la lumière qui n'ont pas de masse. Or, coup de théâtre, au début des années 80, des expériences au CERN ont prouvé de manière indéniable que ces bosons W et Z étaient en réalité super lourds. Alors comment pouvait-il avoir une masse sans briser les lois fondamentales de la physique? C'était la panique. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, le champ de Higgs ou la solution miracle pour sauver la physique. Alors en 1964, des théoriciens de génie, dont Peter Higgs, François Englert et Robert Broux, postulent quelque chose de complètement fou, l'existence d'un fluide immatériel qui remplirait tout l'espace physique de l'univers. C'est ce qu'on appelle un champ. Imaginons qu'après le Big Bang, l'univers s'est refroidi et a subi une transition de phase, un peu comme l'eau qui gèle. Ce fameux champ de Higgs a alors pris une valeur constante absolument partout. Et c'est en interagissant avec ce champ omniprésent, en s'y frottant en quelque sorte, que les particules élémentaires acquièrent une énergie d'interaction qui devient leur masse. Le photon, lui, ne réagit pas du tout avec ce champ. Il glisse sans aucune résistance et garde donc une masse nulle. Alors il y a une métaphore brillante du physicien David Miller pour visualiser ça. Prenons l'image du champ de Higgs comme une grande salle remplie de monde lors d'un cocktail. Une personne totalement inconnue peut traverser la pièce très vite sans que personne ne l'arrête. Ça, c'est le photon, sans masse. Mais soudain, une immense célébrité entre dans la pièce. Alors immédiatement, tout le monde s'agglutine autour d'elle pour lui parler. Elle va avoir beaucoup de mal à avancer, elle est freinée, elle gagne de l'inertie à cause de la foule. Eh bien, cette célébrité, c'est une particule massive. Plus une particule interagit avec le champ, plus elle devient lourde. Alors d'accord, c'est une bien belle théorie, mais comment prouver l'existence d'un champ invisible? En physique quantique, pour prouver qu'un champ existe, il faut réussir à le faire vibrer. Une particule n'est finalement rien d'autre qu'une excitation quantique de son champ. Le boson de Higgs, c'est donc ça. La preuve matérielle, l'excitation de ce champ invisible. C'est une particule neutre, massive, sans spin et surtout incroyablement instable. La débusquer allait devenir le plus grand défi expérimental de notre époque. Et c'est là qu'on passe à la troisième partie, la gigantesque machine construite pour attraper l'infiniment petit. Alors l'échelle de cette installation est tout simplement stupéfiante. Voici le LHC, le grand collisionneur de hadrons.
Comme les anciens accélérateurs n'étaient pas assez puissants pour forcer le boson à sortir du vide, la communauté scientifique a décidé de construire cet anneau monumental. 27 km de circonférence, enfoui à 100 mètres sous terre, à cheval sous la frontière franco-suisse. C'est le joyau du CERN et c'est certainement la machine la plus complexe jamais créée par l'humanité. Pour guider les particules sur cette trajectoire circulaire à des vitesses complètement folles, le LHC utilise 1600 aimants supraconducteurs. Et pour que tout ça fonctionne sans fondre, il faut maintenir cette gigantesque machine à une température de 1,9 Kelvin, ce qui équivaut à peu près à moins 271 degrés Celsius. On est extrêmement proche du zéro absolu. Ça fait littéralement de cet anneau souterrain l'endroit le plus froid de tout l'univers connu. C'est encore plus froid que l'espace intersidéral lui-même. C'est fou, non ? Et tout cet effort colossal n'a qu'un seul but, atteindre l'énergie nominale incroyable de 14 téraélectronvolts. En gros, c'est l'énergie nécessaire pour reproduire exactement les conditions qui régnaient une fraction de seconde après le Big Bang. L'idée, c'est de concentrer une puissance phénoménale dans un espace minuscule pour littéralement forcer le vide à recracher un boson de Higgs. Le processus en lui-même est un vrai chef-d'œuvre. On fait circuler deux faisceaux de protons en sens inverse à une vitesse qui frôle celle de la lumière et on les force à entrer en collision frontale. Et là, autour des points d'impact, se trouvent des détecteurs colossaux, hauts comme des immeubles qu'on appelle Atlas et CMS. Vu que le boson de Higgs est très lourd, il se désintègre presque instantanément en d'autres particules. On ne le voit jamais donc directement. Il faut analyser les débris de la collision en traitant des centaines de millions de données par seconde pour espérer reconstituer l'événement et trouver l'infime signature du Higgs. C'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin à l'échelle cosmique. Alors ça nous amène à notre quatrième partie, la découverte historique de juillet 2012. Remettons un peu les choses en perspective. La théorie a été proposée en 1964. Face à l'impuissance des machines de l'époque, la conception du LHC a été décidée dans les années 80. Ensuite, il a fallu attendre fin 2008 pour que ce géant démarre enfin. Et c'est seulement en 2012, soit presque 50 ans après les toutes premières équations, que le boson a finalement été débusqué, confirmant du même coup le fondement même du modèle standard. Alors l'ambiance dans cette salle du CERN au moment de l'annonce était palpable. On pouvait ressentir la tension, voir les visages ultra concentrés, puis l'explosion de joie totale ce 4 juillet 2012. Et on comprend pourquoi, c'est l'accomplissement de milliers de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens à travers le monde. C'est la preuve vertigineuse que le cerveau humain, uniquement armé de mathématiques, est capable de prédire l'architecture intime de l'univers des décennies avant de pouvoir l'observer avec des machines. Alors bien sûr, cette découverte historique a tout simplement conduit au prix Nobel de physique en 2013, décerné à Peter Higgs et François Englert. C'est la validation ultime de l'œuvre d'une vie à laquelle a d'ailleurs largement contribué le regretté Robert Broom. Leur théorie n'était plus seulement une belle idée abstraite, c'était devenu une réalité physique absolument indéniable. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors il est temps de passer à notre cinquième partie, la nouvelle frontière. Bien au-delà du modèle standard, parce que oui, le modèle standard a beau être incroyablement précis, il est encore loin, très loin d'être parfait. Déjà, la force de gravité n'y est toujours pas intégrée à l'échelle subatomique, ce qui est un énorme casse-tête. Ensuite, on sait aujourd'hui que d'autres particules, comme les mystérieux neutrinos, semblent acquérir leur masse par un tout autre mécanisme complètement indépendant du champ de Higgs. Et le plus fascinant dans tout ça, la masse exacte mesurée pour le boson de Higgs lui-même, suggère très fortement l'existence d'une physique nouvelle, encore inconnue, qui échappe totalement à nos équations actuelles. Alors le vide de l'espace n'est certainement pas si vide que ça, il bouillonne d'énergie et de champs dont nous commençons à peine à effleurer l'immense complexité. Trouver le Higgs, ce n'est pas du tout refermer le livre de la physique, en fait c'est juste terminer l'introduction. L'univers est vaste, il est mystérieux et il est fort probable que les prochaines collisions du LHC nous révèlent des dimensions cachées ou des particules que personne n'a encore osé imaginer. L'aventure scientifique et humaine ne fait que commencer. Alors un appel à tous les curieux de la science pour continuer à explorer ces fascinants mystères de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Il suffit de s'abonner à la chaîne Cultura Science, de liker ce décryptage et surtout de partager les questions et les hypothèses dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers de la connaissance.